Voilà, si, ça y est, commencé. Bonjour Christine. Bonjour. Et alors, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Gendrose, et qui est multicarte, puisque Christine, tu es à la fois autrice de romans, compositrice de musique, professeure de piano et en plus l'inventrice du métronome silencieux qu'on voit là derrière toi. Tout à fait. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission fantastique parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de cordes à mon arc à raconter. Et puis d'ailleurs, je vais te laisser te présenter un peu plus précisément euh, sur tes différentes activités. D'accord. Donc, en effet, je suis devenue autrice à la suite d'événements assez tragiques, comme quoi les choses négatives apportent parfois plutôt souvent des choses très positives. Et voilà, je me suis lancée dans quelque chose que je n'osais pas faire jusque-là, écrire. Jusque-là, j'écrivais de la musique, j'étais musicienne, compositrice, je le suis toujours, mais je ne me donnais pas le droit d'écrire du texte. Mm. Notamment, j'ai écrit un opéra avec un ami qui est auteur. Et pour moi, bah, lui, il écrit les textes et moi, j'écris la musique. Jamais j'aurais osé écrire un roman s'il ne m'était pas arrivé quelque chose d'absolument tragique au cours duquel j'ai failli perdre la vie. Et ça a déclenché beaucoup de choses, énormément de choses, dont aussi le passage à l'action de créer ma société pour développer Silence, qui est Mhm. accroché au mur derrière moi. Comme quoi, tout est vraiment intimement lié. Et je suis très heureuse parce que cet événement tragique m'a emmenée dans une nouvelle vie, suite à beaucoup de soins, bien sûr, mais dans une nouvelle vie qui est largement plus intéressante que la précédente. Alors, pour ceux qui voudraient lire ton roman, Christine, quel est le titre et où est-ce qu'on peut le trouver? Dans toutes les librairies ou sur Internet? Alors, le titre, c'est Juliette. Pour l'instant, il y a 2 tomes. Juliette, la révélation et Juliette à une nuance près. Et je suis dans l'écriture du tome 3, qui n'a pas encore Waouh! de titre. J'avais une éditrice qui a finalement arrêté. Et puis maintenant, je l'auto-édite. Donc, on peut le trouver sur mon site internet. On peut le trouver aussi dans les librairies en Mayenne. Et puis dans divers endroits assez inattendus, comme une ferme qui fait du fromage et qui adore mon livre et l'a mis dans sa boutique pour les clients du magasin. Voilà, ça, c'est le charme des réseaux. Voilà. Et puis, Euh, parfois, je propose des dédicaces aussi pour voilà, faire connaître, comme pour la Saint-Roméo, pour la petite histoire. Samedi, on sera à Saint-Roméo, je serai en dédicace pour Juliette. Ouais. On mettra toutes les informations avec les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez la retrouver. Mais alors par contre, par rapport à ce que tu disais, est-ce que le processus de création, la démarche créative, a été pour toi la même dans la musique que pour l'écriture? Est-ce que tu as été confronté aux mêmes facilités, aux mêmes difficultés, ou alors c'était un processus complètement différent? Dans un sens, il y a vraiment des points communs parce que, alors, quand j'écris de la musique, premièrement, j'écris toujours pour quelqu'un. C'est toujours suite à une rencontre, pas une rencontre amoureuse, une rencontre d'une personne. Et je précise ça parce qu'en fait, c'est comme une déclaration d'amour, mais pas d'amour au sens tinderesque, d'amour universel. Je rencontre une personne et j'éprouve le besoin de lui écrire une pièce pour son instrument. Voilà. Donc je le fais puisque j'éprouve le besoin. Et dans un sens, eh bien la Juliette, ça a été pareil. J'ai tout d'un coup éprouvé un besoin urgent de mettre énormément de choses que j'avais découvertes sur ma vie. J'ai eu besoin d'écrire. Alors j'ai écrit quelque chose qui n'est pas Juliette la révélation, qui est un texte préalable, on va dire. Et puis, je l'ai beaucoup travaillé pendant 1 an et demi et le résultat, c'est cette fiction qui est basée sur une histoire réelle, mais qui est très romancée. Et il y a vraiment un autre point commun aussi avec la composition, c'est que ce que je veux écrire, que ce soit en musique ou dans le roman, c'est un peu comme si je prenais en dictée quelque chose que j'entends pour la musique ou que j'entends avec des mots, dans le cas de Juliette. Et c'est assez amusant et curieux, c'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de la musique, donc j'ai une mélodie qui arrive, hop, j'écris, et tout d'un coup,
tout d'un coup, j'ai chaud à la tête. C'est comme si mon cerveau allait imploser et je m'arrête et je suis épuisée. Et là, c'est même pas la peine que j'essaye de continuer à écrire, c'est fini pour ce jour-là. Et Voilà. Et la suite viendra plus tard. Et ensuite, il y a le travail, tout comme il y a eu pour le roman. Il y a tout le travail d'articulation, de nuances, d'orchestration, si je veux. Par exemple, j'ai écrit une pièce pour un harpiste, un concerto de harpe avec orchestre. Bon, bah, une fois qu'on a écrit les principales choses, il faut quand même travailler pour faire l'orchestration. Voilà, que va jouer le premier violon, le deuxième violon, le violoncelle, leur mettre les coups d'archet comme il faut, et pour que tout soit une vraie partition d'orchestre. Ça, c'est beaucoup de travail. je reviens sur ce que tu nous disais là, de tout d'un coup, tu as l'impression que le cerveau est en ébullition. Tu le comprends comment? C'est quoi? C'est que tu canalises la musique? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ou c'est que tout d'un coup, le cerveau est en surchauffe? Comment tu l'expliques? Ah, à vrai dire, cette fatigue intense que j'ai tout d'un coup et qui fait que je m'arrête, bon, je pense que c'est juste du surmenage cérébral parce que c'est très intense au moment où j'écris. Après, cette sensation finalement de prendre en dictée, comme quand j'étais au cours de solfège, quand j'avais 10 ans, la prof, elle jouait des choses au piano et nous, on devait l'écrire, on faisait des dictées musicales. Voilà. Ah, Elle jouait un truc et nous, il fallait tout écrire comme il fallait. Et bien moi, c'est ça que j'ai l'impression de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a la mélodie qui arrive, je ne sais pas d'où. Voilà, moi je suis pas croyante, donc je ne vais pas dire que c'est Dieu qui me l'envoie, mais néanmoins, c'est quand même, elle arrive comme ça, je l'entends. Donc si je l'entends, c'est bien qu'elle arrive de quelque part. ça correspond à des moments particuliers de la journée ou de la nuit ou ça peut arriver n'importe quand? Alors ça peut arriver n'importe quand. Ceci dit, quand j'ai écrit mon opéra, qui a été vraiment un long travail pendant 5 ans. Les moments où j'étais le plus créative, c'était quand j'étais en panne d'autoradio et que je roulais. Et je mettais le texte, donc le livret, puisque l'opéra, on écrit des paroles. Je mettais le livret sur le siège de droite. Et puis, au feu rouge, je relisais deux, trois phrases. Et comme ça. Et je les laissais tourner en boucle dans ma tête, les phrases du texte. Et tout d'un coup, j'avais, parce que le texte a sa propre musicalité, donc déjà il a son rythme, Mhm. et puis au fur et à mesure que je le laissais infuser dans ma tête, apparaissait la mélodie de ce texte, avec la tonalité. Et parfois on me disait, mais pourquoi là t'as fait ça? Pourquoi t'as mis ça? Bah, je dis, c'est pas moi qui ai mis, c'est comme ça, l'air il est comme ça, j'y peux rien, moi. Ceci dit, je fais le parallèle avec les romans. On dit que les personnages échappent un moment à leur auteur, en fait, qui commencent à vivre par eux-mêmes. Donc j'entends la même chose dans la musique. À Ouais, un moment, elle vit par elle-même. Mais c'est alors, ça. dans la voiture, ça devait pas être pratique pour l'écrire. Ça veut dire que tu t'en souvenais précisément après, quand tu y arrivais? J'ai un, j'ai un truc qui est passé de travers. Bah oui, fallait que je m'en souvienne un certain temps. Et après, je profitais d'un feu rouge. J'avais mon papier musique avec mon crayon et j'écrivais les notes principales. Parce que à cette époque-là, je me souviens très bien quand j'ai commencé, j'avais pas un portable qui m'aurait permis de faire dictaphone et tout ça. J'étais complètement déconnectée. J'avais plus envie d'avoir un portable à cette époque. Et donc j'avais toujours mon papier musique, mon crayon. Alors évidemment, c'était super mal écrit parce que tout d'un coup, le feu passait au vert, il fallait que je me dépêche. Ou Mhm. bien j'avais oublié mon papier musique et je mettais ça sur un petit ticket de péage ou de magasin. Donc c'était voilà, c'était assez loufoque. Ah, c'est incroyable. Et alors, tu parlais d'une mélodie, mais ça veut dire que tu entends un instrument, en fait, un instrument ou une voix à la fois, ou alors tout d'un coup, comment ça marche, comment ça naît? Alors en fait, quand je parle de la mélodie, c'est soit la mélodie d'un chanteur, c'est-à-dire l'intonation, l'air qu'on va entendre, soit pareil, la phrase musicale d'un instrumentiste soliste. Donc c'est-à-dire la mélodie principale, ce que l'auditeur va entendre si on entend, je ne sais pas, Carmen, ou bien l'air des bijoux de la Castafiore. Qu'est-ce qu'on retient? On retient ce que fait la soprano, ce qu'elle chante. Et si on retient le concerto de Tchaïkovski pour violon, eh bien, ce qu'on retient, c'est la partie du violon. On ne sait pas ce que fait la contrebasse ou la clarinette. Donc ça, c'est la mélodie. Ce que j'appelle la mélodie, c'est les notes principales, les notes qu'on va entendre et qui sont vraiment le thème
du passage ou du mouvement. Et ensuite, tout ce qui est les autres instruments, ce qu'ils font derrière, c'est assez variable parce que, par exemple, je prends un exemple, dans mon opéra, le premier air de l'acte 2, l'opéra c'est Icare. Icare, l'héliotrope, et Icare, c'est une jeune femme, et elle est enfermée, voilà, elle a été enfermée. Et elle chante. Elle chante, et il y a un contre-chant qui est fait par le cor anglais. Le cor anglais étant une sorte de hautbois grave. Et donc ça, l'air d'Icare et le contre-chant de cor anglais, ils sont venus les deux ensemble parce que ils s'entrelacent et ils se répondent. Pendant que la soprano respire, le cor anglais fait un petit bout de phrase. Finalement, si j'analysais et que c'était pas de moi, je dirais ah bah oui tiens, le cor anglais il fait ça parce que comme ça la soprane elle peut respirer. En réalité, c'est venu tout seul. Ça s'est mis en même temps. Et pourquoi c'est un cor anglais? Bah parce que c'est un cor anglais, puis c'est tout, quoi. Je ne peux pas dire pourquoi c'est un cor anglais. Ça aurait pu être une clarinette, un violoncelle, un alto, mais c'était un cor anglais. Voilà. Donc, je ne sais pas trop dire. Et après, une fois que ça c'est fait, eh bien évidemment, il faut travailler pour écrire tout l'orchestre. Quand est-ce que l'orchestre au complet rentre? Qu'est-ce qu'il fait, et puis combien on va mettre de divisions dans les pupitres, etc. Enfin, après, c'est très complexe. Mais Christine, je trouve ça quand même incroyable parce que tu parlais de dictée musicale. Parce que si tu as tous les sons d'un coup, déjà quand on fait une dictée, il y a une personne qui nous parle. Là, si tu as à la fois le cor anglais, la soprane, un autre instrument derrière, enfin, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui nous dictaient plusieurs textes différents en même temps. Exactement. Je veux dire, au niveau du cerveau, la manière dont tout ça se met en place, je trouve ça incroyable. C'est que tu arrives, du coup, sur une sonorité, à distinguer, ça c'est un cor anglais, il joue telle note, ça c'est sur un même axe. C'est ça. Je pense que la pratique du piano assez tôt dans ma vie, j'ai commencé à 9 ans, a développé cette capacité à écouter plusieurs choses indépendamment, enfin plusieurs choses qui se passent en même temps, les suivre indépendamment l'une de l'autre. Évidemment, on sait maintenant qu'on ne fait pas ça, on passe de l'une à l'autre d'une façon extrêmement rapide, mais néanmoins on a l'impression de suivre tout en même temps. En réalité, le cerveau, il fait l'aller-retour entre tout ça, quoi. Il balaye, c'est un scanner, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et aussi mes cours d'écriture que j'ai fait très, très jeune, quand j'étais adolescente, eh bien, le professeur nous obligeait, vraiment, il était très autoritaire, mais il était vraiment très, très bien. Il était autoritaire, mais pas désagréable du tout, hein. Au contraire, il nous poussait dans nos capacités. Et il m'a appris très tôt à toujours écouter. Et il me disait, mais est-ce que tu l'as entendue, cette note-là que tu as mise? Bah, non, je l'avais mise parce que je me disais, tiens, ça ferait bien un mi, là, on va mettre un mi. Et il voyait très bien que je ne l'avais pas entendu, le mi. Alors le mi, il sautait et il me disait, maintenant, tu vas écouter. Et là, tu vas mettre quelque chose qui sonne parce que ton mi, là, ça ne va pas du tout. Alors je retournais à ma table, essayer d'entendre ce qu'il y avait de mieux que le mi à mettre. Et la plupart du temps, bien sûr, il avait raison. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme beaucoup de choses, ça se travaille. Mais ça veut dire que le processus, enfin le procédé se fait en plusieurs fois. Donc il y a la première écriture et après tu reviens dessus pour améliorer les accords ou les... D'accord. L'orchestration notamment, l'orchestration, donc c'est tout le choix de est-ce que c'est la deuxième clarinette qui va jouer ou la première? Et puis donc là, il faut évidemment une grande connaissance des instruments de l'orchestre parce que si on met une phrase qui dure 58 secondes à une clarinette, bah c'est pas possible, hein. Voilà. Et ça, cette connaissance-là, justement, tu l'as eu comment? C'est que tu apprends ça au conservatoire ou alors c'est en allant rencontrer les instrumentistes? Comment ça marche? Alors ça, je l'ai acquis par mon métier qui Évidemment, je suis prof de piano, comme tu l'as dit dans l'introduction, mais j'ai aussi une spécialisation qui est que je suis, on va dire, coach musical. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent en français. Et je suis au piano et je fais travailler tous les musiciens séparément sur leur concerto. Donc je peux faire travailler des clarinettes, des altos, des saxophones, des trompettes, tout ce qu'on veut, tout ce qui existe comme instrument, y compris le chant.
toute ma carrière, ça fait plus de 40 ans que je fais ma carrière, je fais travailler des instrumentistes différents. Donc je connais bien chaque instrument, je sais, et je ne le sais pas d'une façon théorique, tout ce que je sais sur les instruments, c'est l'expérience qui a accumulé en moi plein de caractéristiques de plein d'instruments. C'est incroyable. Oui, c'est vrai que c'est assez. Quand on y pense, c'est assez magique parce que c'est un peu comme si on avait tout rempli avec un entonnoir au fur et à mesure, petite goutte par petite goutte. Et maintenant, c'est vrai que ça me sert beaucoup. Mais est-ce que, Oui, pardon, parce que je t'ai pardon, coupé. Et est-ce il y a que une ça chose veut dire qui aide beaucoup aussi, c'est le fait que quand j'entends une mélodie, quand je dis que je prends en dictée, je l'entends vraiment avec le nom des notes. Et ça, c'est une particularité assez bizarre, je trouve, qui n'est pas si fantastique que ça, parce que quand vous vous mettez devant, sur un fauteuil à écouter une symphonie pour vous détendre, moi, si je mets la symphonie, j'entends le nom des notes. Alors, c'est tout de suite moins glamour, quoi. Mais alors, oui, parce que tu as une caractéristique, c'est que tu as l'oreille absolue. Mais juste, je voudrais revenir sur deux points par rapport à ce que tu as dit, parce que je trouve ça passionnant. La première, c'est sur le fait qu'en fait, bah, il faut aussi connaître la capacité d'un instrument et de ce que peut produire un instrumentiste avec son instrument pour bien composer. Est-ce que ça veut dire que dans les compositeurs, il y en a qui n'ont pas cette connaissance et qu'il y a des sortes de marques de fabrique où les instrumentistes se disent, ah mince, ce compositeur-là, ça va être encore super dur ou Alors, j'avoue que pour avoir discuté souvent avec des musiciens professionnels qui faisaient des créations voilà, que personne n'avait jamais jouées, parce qu'évidemment, quand on joue Mozart ou Ravel ou Debussy, là, on arrive sur des compositeurs qui avaient une connaissance absolue de chaque instrument de l'orchestre. Et bah, comment ils avaient acquis cette connaissance? Bah, comme tout compositeur qui se respecte. Moi, la première fois que j'ai écrit pour violoncelle, j'ai écrit des choses qui n'étaient pas possibles. Seulement, je suis allée voir tout de suite, avant même de finir mon brouillon, je suis allée voir une violoncelliste. Et je lui ai dit, tiens, peux-tu me jouer ça et me dire si ça c'est possible là, parce que j'ai un doute. Alors, elle me disait, bah non, là c'est pas possible, en fait, tu peux pas. On peut pas. Techniquement, on peut pas, donc faut que tu changes. Voilà, évidemment qu'on va au contact aussi des spécialistes, des musiciens, pour voilà, qu'ils essayent sur l'instrument ce qu'on a prévu, pour vérifier déjà si ça sonne comme on a prévu, pour vérifier si c'est possible. Après, quand les musiciens disent oh là là, bah non, c'est pas jouable, ça, parce que c'est vachement dur et tout, ça c'est pas grave, on n'en tient pas compte, parce que les musiciens, après, ils travaillent et ils y arrivent quand même. Ça, c'est pas grave. Du moment que c'est faisable sur l'instrument, on garde. Mais parfois, on fait des erreurs. Alors, je reviens donc au début de ma phrase, c'est que pour avoir discuté avec des musiciens, bah, parfois ils ont eu des aventures quand même avec des compositeurs qui écrivent de la musique très, moi je vais dire opaque pour que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait presque un mode d'emploi au début parce que même le résultat, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon. Eh bien, c'est arrivé. J'ai un ami violoniste qui m'a dit oh, bah, j'ai fait une création. Je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit sur la partition, mais rien, quoi. Donc, je vais voir le compositeur, parce que l'avantage, c'est que le compositeur, il est là. Mozart, il est plus là pour nous expliquer. Et donc, il va le voir, et puis le compositeur lui dit parce qu'il lui dit mais là, qu'est-ce qu'il faut que je joue là? Je comprends pas ce que vous voulez. Ah, mais faites comme vous pensez. Alors, bah, mon ami violoniste retourne à son pupitre. Puis comme il pense, bah, c'est rien, puisqu'il n'a rien compris aux signes cabalistiques qu'il y a sur la partition, qui ne sont pas des notes sur une portée. C'est un truc, on ne sait pas ce que c'est. Donc il fait bah, n'importe quoi qui lui vient à l'idée, d'un ordre de dire, bah, comme ça, il va bien être obligé de m'expliquer. Et là, le compositeur lui dit, c'était parfait. Bon, ça existe aussi. Alors bon, bah voilà, c'est extraordinaire. Et puis ça fait des anecdotes marrantes, mais c'est là. Bon, moi je fais pas comme ça, j'avoue. c'était une co-création, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, il y Ouais. avait une autre question aussi, c'est que tu disais que, en fait, bon, tu écris plusieurs instruments, plusieurs en même temps. Est-ce que c'est comme, pour reprendre le parallèle de l'écriture, où ben, quand on apprend à écrire, on écrit de mieux en mieux avec, et on prend après de plus en plus d'aisance par rapport enfin, au côté très standardisé des lettres. Est-ce que toi, avec l'apprentissage, tu as un nombre qui augmente de capacité de pouvoir mettre en même temps des instruments, des voix, en fait, de pouvoir ajouter des musiques de plus en plus riches?
Alors oui, et cette capacité, elle a augmenté nettement, je l'ai senti augmenter, surtout à la période où j'écrivais mon opéra, parce que jusque-là, je n'avais jamais écrit de musique pour orchestre. Et j'étais pas du tout à l'aise avec la grande partition, grande comme ça, où il y a un nombre de portées qui correspond à tous les instruments de l'orchestre, sachant que certains instruments transposent en si bémol, d'autres en mi bémol, d'autres en fa, d'autres ne transposent pas, et qu'il faut respecter en plus un ordre hiérarchique de haut en bas de la partition, parce que comme ça on est tous d'accord. C'est extrêmement horrible au début quand on s'y met la première fois. J'avoue que c'est compliqué parce que justement on est toujours en train de se dire ah ben non, ah ben si, voilà, tout le temps. Et au fur et à mesure, ça, bah, c'est un peu comme le vélo, à force de s'entraîner, ouais, après, maintenant, quand j'écris dans une partition d'orchestre, cette chose-là, c'est terminé. Mais bon, mon opéra, ça date déjà de... Oh là, je l'ai écrit en 2005. Donc, voilà, ça fait beaucoup d'années. Et ça, c'est grâce à l'entraînement et à la pratique, oui, régulière que, au fur et à mesure, on se repère, parce que c'est un petit peu compliqué au début. Ah, je trouve que c'est passionnant. Puis même de penser que, quand tu parlais de Mozart, bon, Mozart, Beethoven, c'était une époque où, je grossis un peu le trait, mais il n'y avait pas trop grand-chose d'autre à faire. On baignait pour certaines, dans certains milieux, on baignait dans la musique et on faisait que ça toute la journée quasiment. Tandis que là, on est dans une époque où il y a Internet, il y a la télé, on est sursollicité par plein d'autres choses. Je trouve que c'est incroyable du coup je trouve ça incroyable. J'en ai pas les mots. Non, et c'est vrai que moi, je suis pas allée, déjà, je suis pas allée à l'école quand j'étais petite. Pour des raisons de santé, j'habitais en moyenne montagne et je suis pas allée à l'école. Et après, quand à l'adolescence, il n'y avait pas la télé chez moi. Mes Ah, parents étaient pas d'accord pour qu'on perde notre temps dans la télé. Donc, je n'avais pas la télé. Et j'avoue que mes enfants, quand ils étaient petits, au bout d'un moment, j'ai dit stop parce que je voyais que quand on met un enfant devant la télé, il fait plus que ça, quoi. mm. Voilà. Donc le moment, j'ai profité d'un moment où il y avait une panne, voilà. Je n'ai jamais réparé cette panne et on est passé à l'ère sans télé. Bien sûr, ça leur a manqué parce qu'il y a des moments où ils arrivaient à l'école, il y avait les copains qui parlaient des séries, truc a fait ça, ah, tu te rends compte, lui il est mort et tout. Bon, eux, ils savaient pas de quoi ça parlait. Alors, ils se sentaient un peu décalés, mais finalement, j'étais partagée. Je me disais, est-ce que je fais pas une bêtise, tout ça. Par contre, je les emmenais au cinéma et puis on regardait des films, hein, bien sûr. Et puis j'ai été contente parce qu'un jour, je sais plus, je crois que mon fils avait 15-16 ans, et il m'a dit, en tout cas, maman, je suis content qu'on n'ait pas eu de télé parce que tu sais, mes copains, ils savent parler que de ça, et il n'y a rien qui les intéresse à part les dernières séries et les derniers films, j'en ai marre. Ça ouvre à autre chose et puis même ça ouvre à l'ennui. Mais bon, comme je sais que notre temps est Oui, compté et tu as une autre caractéristique dont j'aimerais beaucoup que tu nous parles, c'est que tu as l'oreille absolue. Alors, tu nous disais absolument. tout à l'heure que un des points, c'est que tu entendais toutes les notes à chaque fois qu'il y avait une musique. Donc, peut-être que tu profites pas autant de la mélodie que n'importe qui. Mais comment ça se passe concrètement avec l'oreille absolue? Alors, Est-ce que tout a une note? Enfin, comment ça fonctionne? en Et fait, pour faire vraiment très simple, parce que moi j'aime bien simplifier les choses, l'oreille absolue, c'est simplement le fait que chaque matin, quand on se réveille, ce qu'on l'oreille absolue, on sait chanter un la ou un do ou ce qu'on veut. On a le diapason qui est déjà là. Donc voilà. Après, il y a des gens qui n'ont pas l'oreille absolue, mais qui ont une excellente oreille relative. La différence, c'est que tous les matins, il faut qu'ils entendent une note en la jouant sur un instrument, en sachant laquelle c'est, et à partir de là, ils font leur journée, et par relativité entre cette note qui sert de repère et les autres, ils ont aussi la capacité de trouver les autres notes. est-ce que Donc, d'un point de vue scientifique, on a identifié s'il y avait une source, en fait, je sais pas, sur la morphologie de l'oreille ou sur un gène spécifique, ou est-ce qu'on sait ça ou pas? alors, j'avoue, j'avoue que je me suis jamais penchée sur la question, en fait.
Parce que c'est vrai que comme c'est quelque chose qui m'énerve un peu plus que ne m'intéresse, je me suis jamais intéressée à savoir s'il y avait des études sur l'oreille absolue. J'avoue, à mon humble regret, je ne peux pas répondre. Et je ne sais même pas te dire si les autres personnes qui ont l'oreille absolue entendent toutes le nom des notes quand elles écoutent de la musique. Mm. Et je ne sais pas non plus te dire si les gens qui n'ont pas l'oreille absolue, est-ce qu'il y en a qui entendent le nom des notes une fois qu'elles ont pris leur petit repère le matin? Je ne sais pas. Alors, par Franchement. contre, je sais qu'il y a des synesthètes aussi qui peuvent entendre des sons, mais en même temps avoir des couleurs ou des formes. Est-ce que c'est ton cas? C'est pas mon cas, mais j'ai eu deux élèves comme ça il y a quelques années, une contrebassiste et un pianiste. Et la contrebassiste, elle prenait des cours de piano avec moi pour découvrir un peu ce qu'était le piano. Et je lui montre des enchaînements harmoniques pour qu'elle comprenne un peu certaines choses. Et elle me dit, oh, il est beau cet accord, c'est quoi? Il est tout bleu. C'est Je trouvais excellent. ça fantastique. J'ai découvert ça avec elle. Et je me suis dit, wow, ça doit être beau. Alors, quand on joue des choses, parfois, elle voit un arc-en-ciel, quoi. Elle voit. Ça doit être Et très puis, beau. parfois, il y a des choses qui fait un. Elle m'avait dit comme un gros champignon de bombe atomique noir. Donc ça, c'est moins marrant tout de suite. Mais alors, sans être synesthète, avec l'oreille absolue, est-ce que tu penses que ça a influencé ta vision du monde ou quelque chose? Enfin, est-ce que tu penses que ça influence, ça change, ça a un impact en fait dans une vie, dans la Euh, tienne en l'occurrence? je pense que en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont eu un impact sur ma vie. Et c'est vrai que dans un sens, je me sentais un peu différente toute mon enfance. Je comprenais pas comment. J'apprends au fur et à mesure comment fonctionne le monde, en fait. Comment fonctionnent les gens, la société. Pour te donner un exemple, On en est après je tous vais là. répondre plus précisément, mais pour donner un exemple, il y a quelques années, je sortais avec un homme, voilà, charmant, et puis il m'emmène au restaurant. On va au restaurant une fois, deux fois, trois fois, et la troisième fois, il fait un peu la gueule. Alors je lui dis, mais ça va pas, j'ai fait quelque chose de pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tout de suite, je prenais sur moi, bien sûr. Ce serait maintenant, j'aurais pas dit ça. Et il me dit, non, mais bon, c'est juste que c'est la troisième fois que je t'invite au restaurant et tu n'as pas dit merci. Et je me suis sentie mais blessée parce que pour moi, et depuis dans mon enfance c'était pareil, pour moi j'avais dit merci avec mon cœur. Mm. Mais lui, il n'avait pas eu le merci qu'il attendait avec un mot qui commence par M. Mm. Il voulait que je dise avec mes lèvres le mot merci. Et j'ai appris que les êtres humains, ils aiment bien entendre merci et que juste les regarder avec un œil, des yeux qui disent merci, avec un sourire qui dit merci et un geste qui dit merci, eh ben, ils comprennent pas, en fait. Et moi, c'était mon langage. C'était, je dis bon, merci avec mon cœur. Mm. Eh bien, ça marche pas. Donc, j'ai appris maintenant à dire merci. Et au début, ça me coûtait parce que j'avais l'impression que j'étais hypocrite en me forçant à dire merci avec des mots, alors que c'est pas ça que je voulais faire. Mais on vit dans une société et il faut se comprendre. Et maintenant, quand quelqu'un fait quelque chose pour moi, je lui dis, écoute, merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, je le dis. Parce que je me dis, comment il va deviner que je le remercie? Sinon, en fait, non, il Et ne en fait, devine pas. c'est quoi le lien que tu fais là-dessus avec l'oreille absolue du coup? Eh bien, c'est le fait de se sentir différent. D'accord, ok. Parce que je me disais, ah ouais, j'ai l'oreille absolue. Alors, si on me dit que j'ai l'oreille absolue, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Sinon, Mm. on ne me l'aurait pas dit. On ne m'a pas dit, t'as un nez, par exemple. Parce que tout le monde a un nez. Et donc, c'est ça. C'est encore un truc qui fait que j'étais différente. Mm. Et j'étais très, très, très différente quand j'étais petite et adolescente. J'ai découvert au lycée, par exemple, que mes camarades, parce que je suis allée au lycée, enfin à l'école pour la première fois au lycée, en seconde. Ah, ça doit pas être évident. Non. Et j'ai découvert une chose extraordinaire, c'est que mes camarades, qui avaient donc 16 ans, 17 ans, avaient un avis sur des choses qui ne les concernaient pas, comme ce qui se passe dans le monde. Voilà. Et j'étais ébahie de découvrir que. Parce que je me disais, mais alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Et alors je cherchais, rien. En fait, j'en pensais rien parce que c'était pas pour moi quelque chose qui existait d'avoir une idée, une pensée, un avis sur quelque chose qui n'était pas ma vie.
Alors, Christine, je sais Voilà. que c'est fabuleux parce que finalement, tu avais en modèle de base ce que certains essaient de mettre toute une vie, voire plus, pour acquérir. Donc, je trouve ça magnifique. Ah bon, tu trouves? Ah oui, Bon. ne pas avoir d'avis sur les gens et sur les choses. C'est pas le Ah but. oui, ça, tu veux dire. Oui, mais il y a une chose, c'est alors ne pas juger les gens et les choses, ça c'est d'accord, mais ne même pas savoir ce qu'on pense de quoi que ce soit, Mm. c'est vraiment très bizarre. Parce que oui, je rejoins ce que tu dis, et c'est vrai que dans un sens, bah, le côté bénéfique, ça a été que je n'ai jamais fait partie des gens qui disent ah, et non, t'as vu celle-là, elle aurait pu mettre une jupe un peu mieux. Voilà, ça n'existe Ouais. pas dans mon langage. Après, Oui, c'était peut-être aussi quelque chose qui peut-être s'acquiert dans le système éducatif à l'école, peut-être oui. aussi, et pas directement sur... Enfin bon, là, on va, on va revenir sur notre sujet, puisque du coup, juste, il y a une dernière question sur l'oreille absolue, puis après, on va parler de silence. Est-ce que tout bruit a une note? Non. Seuls les sons représentent une note, c'est pour ça qu'on les appelle sons. Le son, en fait, le son, c'est un bruit qui a une hauteur définie, ça veut dire une onde sonore qui, en nombre de hertz qu'on peut définir. Ça veut dire qu'un gong, par exemple, là, j'ai derrière, c'est un son ou c'est pas un son? Ce Ah bah serait si, un... si ça c'est un son, tu peux le faire sonner d'ailleurs. Ouais. Bah, alors, J'adore ça, les bons. bon, du coup, c'est un peu. Non, alors en fait, non, je vais éviter parce que je sais que ça sature les micros, ça va pas le faire. Ah d'accord, il va pas aimer le micro. Alors ça c'est un son, et c'est souvent des sons multiples parce qu'on a plusieurs vibrations parfois. Donc celui-là, je sais pas parce que je ne l'entends pas. Mais en tout cas, si je fais tomber ça sur mon bureau, je vais pas le faire. Mais si je le fais tomber, ça va pas faire un son. D'accord. En revanche, si je le fais tomber sur une cymbale, la cymbale va, elle, qui est un instrument de musique, va rentrer en résonance, en vibration, et elle va produire un son. Mais le bruit de ma prise là qui tombe sur quelque chose, ce n'est pas un son. Hein. Donc c'est la vibration qui fait le son, mais Oui, le fait qu'on puisse définir la hauteur de note, en fait, soit euh, précis. ça reste abstrait pour moi, mais c'est bien. La hauteur de note. Parce qu'en fait, un stylo qui tombe sur une table, c'est aussi une vibration, Par exemple, si je fais ça, c'est un bruit. non? Ouais. Ça c'est déjà un son. Hum. C'est entre un la et un si bémol. D'accord. Ok. On entend bien que ça fait quelque chose C'est plus clair. de musical, de précis. Oui, c'est ça. Il y a une Alors, précision. Il y a par une... exemple, bah, c'est amusant avec les verres, justement, si j'avais plusieurs verres avec des niveaux d'eau différents, on pourrait le faire. Hum. On joue sur plusieurs verres et on entend bien qu'il y a une différence de hauteur. Mais les deux ont une fréquence une sonore par contre. Les Ouais, deux. tout à fait. Et ça, Donc, c'est des sons. Ça, c'est et des c'est sons. la hauteur qui fait la clarté ou la précision du son, donc. Non, la hauteur, ça définit simplement la hauteur du son, mais le fait qu'on puisse dire quelle hauteur de son on entend, définit le fait que c'est un son et non pas un bruit. C'est juste la différence entre le bruit et le son. Le Mm. bruit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Soit parce qu'il est trop court, soit je sais pas. J'ai mal commencé ma phrase parce que je voulais pas dire Ouais, soit. il faudrait que je me penche là-dessus un peu plus précisément, mais on va parler maintenant de ton métronome. Donc, silence, ton métronome silencieux. Et ça aussi, c'est quand Ouais. même, il fallait y penser. Un métronome qui ne fait pas de bruit. Alors, Comment ça t'est en venu? C'est l'occurrence, il quoi fait cette ni histoire? bruit ni son comme ça. Alors, bah, quand même, Et il je est vais le lumineux faire déjà. pour le plaisir. Alors, sans bouger, en fait, il se commande par la pensée. Là, si je pense que je l'arrête, hop, il s'arrête. Non, Non. c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai une tablette avec une application mobile. Bah oui, quand même. Ce serait magique, hein. Après, On va faire gourou. Mais non. Et voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Silence ne fait pas de bruit, puisque c'est une idée pédagogique que j'ai eue. Alors, en fait, quand je disais que tout est lié, quand on préparait un peu cette entrevue, tout est vraiment lié parce que pourquoi tout d'un coup je me suis lancée dans cette grande aventure de développer Silence? Pourquoi j'ai écrit un roman? Pourquoi tout? Pourquoi? Parce que j'ai subi donc une énorme violence en 2019 où j'ai failli mourir.
J'ai été obligée de me soigner parce que sinon, j'allais vraiment mourir après les suites du traumatisme. Vraiment, j'avais l'impression que c'était soit je devenais folle, soit je mourais. Et j'ai pris conscience plutôt de la grande violence qu'il y a dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne, notamment dans les méthodes pédagogiques, que ce soit à l'école ou en école de musique ou en conservatoire, quel qu'il soit. Je ne cible absolument personne. C'est partout pareil. C'est un process de pédagogie et d'apprentissage que je trouve violent, et y compris l'éducation à la maison est trop souvent très violente. Quand j'entends des mamans d'élèves ou des papas d'élèves, quand mes enfants étaient petits, à la sortie de l'école, dire les pires choses sur leurs enfants, j'étais hallucinée. Je me disais, mais le pauvre enfant. Euh, et quand je dis les pires choses, c'est oui, bah de toute façon, il n'y a pas moyen il écoute jamais rien. Rien que ça, pour moi, c'est déjà une violence, puisqu'on ne fait pas confiance à l'enfant. Il va forcément faire les pires âneries. Alors forcément, bah, il fait les pires âneries, puisqu'on le prie de faire les pires âneries. Donc, il écoute. Et puis, dans ce qui est de la pédagogie de la musique, eh bien, c'est toujours sur la sanction, voilà, ah bah oui, mais là, t'as raté, là, c'était faux, là, t'as mangé un temps, là, regarde, t'es pas en rythme, et puis là, t'as pas travaillé. Par contre, quand les petites choses qui ont été faites entre les choses ratées, jamais on les valorise, on n'entend jamais, oh, dis donc, c'était bien ta première mesure. Ah oui, elle était bien, autant le dire. Ou bien à l'école, un enfant, il commence une dictée, il a par nature 20, alors qu'il n'a encore pas commencé. Et chaque fois qu'il fait une erreur, il perd un point, ou un et demi, ou bref. Et donc avec 20 erreurs de un point, potentiellement, il peut avoir 0. Alors qu'il a fait l'effort de faire la dictée, et il a réussi plein de choses autour des fautes. Mais ça, des erreurs d'ailleurs, qu'on appelle fautes à tort. Et ça, on ne le valorise pas. Pour moi, un enfant, il devrait avoir 0 quand il n'a pas encore commencé la dictée. Et au fur et à mesure qu'il réussit, chaque fois qu'il réussit, il a un demi-point ou un point ou 2 points en fonction de la difficulté de la chose qu'il a réussi. On a vu les choses à l'envers. Et avec le métronome, c'est exactement pareil. Le métronome sonore, qui fait tic-tic ou bip-bip, est censé aider les musiciens à jouer en mesure. En réalité, cette machine parfaite, puisque c'est une machine, joue des signaux sonores que le musicien est prié de suivre. Mais le musicien, il est comme ça, hop, raté. J'ai joué trop tôt, j'ai joué trop tard. Alors que la pulsation, tout le monde, sauf exception, quelqu'un qui aura un grave problème neurologique qui l'empêche de marcher, qui marcherait d'une façon désordonnée, on ne pourrait même pas le laisser dans la rue, sinon il risquerait de se retrouver sur la route sans le savoir. Donc ça, mis à part ça, qui est vraiment, voilà, c'est vraiment le cas exceptionnel. Généralement, les musiciens qui arrivent à leur cours d'instrument, ils arrivent en marchant normalement. Donc, ils ont une pulsation régulière, naturelle en eux. Parce qu'ils font tchouk, 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 tchouk pour arriver au cours. Ils sortent leur instrument, et là, tout d'un coup, ils sont nuls en rythme. Comment ça se fait? Et donc, en se penchant sur la question de l'autre sens, c'est-à-dire retrouver la sensation physique de la pulsation, puis l'utiliser, cette sensation, pour jouer d'une façon régulière dans le rythme demandé par ce qu'on doit jouer, là, ça marche. Et là, silence peut s'avérer évidemment très précieux, puisqu'il montre où on doit jouer, on se cale sur cette oscillation. Là, je le remets en route. Tac. Voilà. Alors, on imagine qu'on joue, ou qu'on marche dans la rue, ou qu'on fait ce qu'on veut. Et quand on sent que le corps, ça y est, il est en mouvement, là, on peut jouer et on va toujours être calé. C'est tout simple, en fait. C'est très simple. Ça me fait penser aux nageurs. Les nageurs qui vont, ou un sprinter. Alors, on va prendre, mettons, les nageurs. Les nageurs, ils sont sur leur plot, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, leur petit plongeoir. Et puis, ils attendent la préparation pour une course, et puis ensuite, le coup de sifflet pour plonger. Donc, quand ils attendent comme ça, que tout le monde soit monté sur son plot, bah, le corps, il est assez détendu. Je ne sais pas s'ils sont vraiment détendus, je n'ai pas demandé, mais ils ont l'air détendus. En revanche, dès qu'ils savent que le coup de sifflet ne va pas tarder à arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en position pour plonger et ils sont déjà
dans une préparation physique extrêmement précise pour réussir leur plongeon le mieux possible. Ils ne sont pas juste posés accroupis en attendant que ça siffle pour sauter. Non, sinon, ils auront déjà perdu la course. Eh bien, l'utilisation de silence, c'est pareil. Tout d'abord, on l'observe, on se met en préparation physique de se synchroniser avec. Et quand on sent que alors, il faut entre 10 secondes et 30 secondes, hein, il ne faut pas 2 heures. Quand on sent qu'on est synchronisé avec, là, on peut jouer ce qu'on a à jouer. Un exercice, un morceau, ce qu'on veut. C'est pas seulement un outil silencieux, c'est aussi une façon pédagogique qui pour moi est essentielle de repartir du corps pour aller vers le résultat de la musique. Et ça, c'est important parce que ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années où j'ai enseigné, c'est que les élèves, les jeunes musiciens qui obéissent bien aux profs, qui mettent le métronome, bon, parce que la plupart du temps, ils disent oui, oui, puis ils ne le mettent pas, ils ont bien raison, de mon avis. Juste un petit aparté pour dire aussi qu'on Oui. retrouvera dans le descriptif de la vidéo toutes les informations pour pouvoir te commander et réserver un métronome aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que les élèves les plus assidus et les plus scolaires, on va dire, ont bien obéi au professeur, ils ont bien travaillé au métronome. Ils ont fini souvent par y arriver avec un jeu qui est loin d'être musical, qui est très froid et mécanique, mais ça, c'est... Voilà. Et bien qu'on enlève le métronome et qu'on leur dit, bah, joue maintenant. Bah, ils sont retournés un petit peu à la case départ, c'est-à-dire comme ils ne leur ressentent toujours pas la pulsation et qu'il n'y a plus le petit signal qui leur dit quand est-ce qu'il faut jouer, bah, ils n'ont pas vraiment progressé sur le fond et ils sont à nouveau tout perdus. En fait, ce que ça m'inspire, c'est que finalement, un métronome classique, ça fait un support externe, mais on va chercher la réponse à l'extérieur, alors que ton métronome permet en fait d'intégrer corporellement, physiquement, la pulsation et donc de l'intégrer directement en soi, quoi. En soi, et puis c'est vrai que bah, l'avantage, c'est que quand on joue de la musique, on fait ça avec le corps. Qu'on chante ou qu'on joue du violoncelle, c'est exactement pareil, c'est par du corps. Mhm. Donc c'est normal pour moi de s'y prendre par le corps. Alors que le signal externe, il passe par l'audition, donc par le cerveau, la réflexion, le côté intellectuel ou cérébral, comme on veut. Et ensuite, ça arrive, et donc ça n'arrive pas en fait. Et alors là, avec les premières personnes, enfin, parce que tu as déjà du recul, il est sorti quand ce métronome? Alors là, il est en précommande pour l'instant. D'accord, Il est sur le point d'être... Il est déjà possible de le commander, mais il n'est pas encore en fabrication. d'accord. En revanche, je l'ai fait tester avec mon prototype qu'on voit derrière à de nombreux profils de musiciens ou d'autres domaines. Mhm. Et par exemple, très récemment, j'ai fait essayer un guitariste autodidacte qui s'appelle Gaëtan et on voit son Bonjour. retour, on voit son retour dans les avis sur le site. Pardon, bonjour Gaëtan. Et il a trouvé formidable, et lui, il est amateur autodidacte, il ne sait pas lire la musique, il invente des morceaux. Et ça, il m'a dit, bah, ça aide beaucoup parce que à la fois, je me sens libre avec, mais à la fois, j'ai un repère. Par exemple, s'il décide de mettre lentement et de s'intéresser que à un battement sur deux et l'autre, on s'en occupe pas, on peut puisqu'on n'entend pas l'autre. On Mhm. s'occupe que quand il est à gauche, par exemple, quand la baguette est à gauche. Ça permet de structurer quand même parce que lui, ce qu'il a tendance à faire, c'est qu'il compose des choses, puis bah, il décide de, par exemple, enfin, il décide pas d'une façon intellectuelle, mais il fait une musique qui est plutôt à 4 temps, et puis bah, parfois il va mettre 5 temps, mais il va pas s'en apercevoir. Et quand il Mhm. arrive avec les copains, et que dans les copains il y a un batteur, bah, ça marche plus. Mhm. Alors il se sent un peu frustré parce il peut plus faire ce qu'il avait préparé chez lui tranquillement. Il est obligé de changer, alors que s'il avait silence, c'est-à-dire quand il aura silence, avis à Gaëtan, eh bien, il pourra toujours travailler librement, mais en ayant un repère. Et puis le grand avantage, c'est qu'on peut de temps en temps ne plus le regarder, on peut lui tourner le dos, faire autre chose sur son instrument parce qu'on a décidé de... Hein, et ensuite revenir le Et, champ de vision. et tu le sens? On continue à le sentir quand on a dans le dos, en fait? Non. Non? Et alors aussi parce que tu faisais l'analogie entre ta perception de la violence en fait qui pouvait y avoir partout et dans l'enseignement notamment
Et puis ce métronome, est-ce que du coup ça veut dire que tu as aussi constaté un impact au niveau de la gestion du stress euh, chez les instrumentistes oui. Oui, alors en fait, c'est comment dire, un effet secondaire inattendu qui est apparu quand je faisais tester silence au tout début du prototypage. Alors le prototype était très, très fragile, fallait pas trop le faire aller vite parce qu'on avait toujours peur qu'un truc se décroche. Et j'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Alors on faisait plutôt, on le montrait, on lui expliquait le projet plutôt dans des vitesses lentes, un peu plus lent que ce que j'ai montré tout à l'heure. Et les personnes, très souvent, me disaient, au bout d'un moment, disaient non, okay, je t'écoute, hein, mais tu peux l'arrêter parce que là, je vais m'endormir. Alors je l'arrêtais, voilà. Et au fur et à mesure que beaucoup de gens me disent ça, notamment dans la fonction ralenti, puisqu'on peut lui faire tout ce qu'on veut, on peut lui demander de partir d'une vitesse et dans 2 minutes être à une vitesse très très lente. Eh bien, là, c'est vraiment un outil formidable pour se détendre, se calmer. Et ça, je l'ai testé au Salon du Made in France sur le stand. C'était fabuleux. Ça marche avec absolument tout le monde en un temps impressionnant, en 1-2 minutes. Alors peut-être avis aux hypnothérapeutes qui nous écoutent, c'est peut-être un outil intéressant pour vous. Oui, tout à fait. Et je l'ai même fait tester à un formateur en EMDR, qui est une technique de soin par le mouvement oculaire. Je vous ferai grâce de l'accent je ne le dis pas en anglais, vous regarderez. Voilà. Ça commence par eye movement et après c'est plus dur à dire. Pour moi qui ne suis pas Je ne m'y voilà, risquerai pas bilingue. non plus. Et alors on met un petit embout mousse colorée au bout de la baguette pour vraiment que les yeux suivent le bout de la baguette. Ça provoque le mouvement oculaire. Et ça évite aux praticiens de faire ça toute la journée. Parce que les praticiens font ça toute la journée, ceux qui font avec les yeux. Certains font le MDR autrement, mais ceux qui pratiquent avec les yeux, ils bougent le bras toute la journée. Donc, et en plus, il évite les troubles musculo-squelettiques. Donc. Mais absolument, absolument. C'est ce que j'explique aux praticiens EMDR sur le site. Et arrêtez de vous fatiguer, il y a Silence qui est là pour ça. Ah, c'est super. Et alors là, il a une couleur. La couleur, elle peut être modifiée aussi ou alors c'est toujours la même? C'est joli, Alors, ceci dit, c'est un joli. en fait, il est blanc. Là, on voit une lumière verte parce que actuellement, ce prototype-là possède 3 ampoules LED à l'intérieur qui vont plus exister dans la nouvelle version que les gens peuvent voir sur le site. Et il aura un bandeau lumineux qui va s'éclairer de gauche à droite en synchronisation avec la baguette, au lieu d'avoir un éclairage fixe comme ça. Je pense aussi pour endormir les enfants dans les chambres des petits, ça peut être intéressant parce que ne serait-ce que cette lumière douce, ça fait la petite veilleuse qui va bien. Bah surtout quand le bandeau lumineux va faire gauche-droite comme ça très lentement, on le suit et au bout d'un moment, on tombe. Voilà. Ouais. Donc pour les garderies aussi. Je l'ai présenté à une crèche très récemment Mm. et la directrice a été très intéressée. Je dois le faire tester avec les petits très prochainement. Ouais. Alors comme quoi, là aussi, on ouvre le champ des possibles, on sort du domaine de la Mm. musique avec l'utilité première pour découvrir finalement plein de choses différentes. Oui. Oh, bah super, bah, vraiment un grand, grand merci Christine pour tout ce partage. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message particulier que tu voudrais nous transmettre pour conclure? Ah, un message particulier. Alors, bah, je vais profiter de ce moment pour dire que oui, moi, je souhaite que le monde change, qu'il devienne plus doux, notamment avec les enfants, parce que avec les enfants, je trouve qu'il y a trop de violence. Alors, on parle beaucoup des violences conjugales, c'est bien parce que ça évolue, mais je trouve que ça n'évolue pas assez vite par rapport aux violences qui sont faites aux enfants. L'inceste, c'est un sujet tellement tabou que personne ose en parler. Alors, il y a 20 ans ou 15 ans, même, ou même 10 ans, la violence dans le sein d'un couple, personne n'osait en parler. Maintenant, les gens osent en parler, c'est bien, c'est très bien, faut que Ça ça bouge un continue. peu. Mais la violence sur les enfants, là, voilà, il y a des clichés. Récemment, une personne avec qui je parlais m'a dit, ah bah, de toute façon, dans la religion, c'est les pires avec les problèmes de violence sur les enfants. Pour moi, non, c'est pas les pires, c'est juste inattendu. Enfin, on aimerait que ce soit pas le cas. Par contre, les pères de famille et les oncles et les frères, il y en a tellement, tellement, tellement. Et là, personne ne veut savoir qui, où, comment et pourquoi. Et les enfants, pendant ce temps,
Ben, voilà. Mm. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et en plus, on leur colle des métronomes sonores quand ils font de la musique pour se détendre. Non, mais ça, je dis ça un peu sur la boutade, mais sérieusement, sérieusement, c'est un sujet qui me tracasse énormément, ça. Je me dis, mais à quelle vitesse on avance? Alors, parfois, il y a des petites avancées, mais des petites avancées qui sont pas suffisantes, des lois qui passent, et puis finalement, il y a, oui, mais sauf, Plaf, la loi, elle est complètement démontée. Ouais, Finalement, à travers ce que tu dis, c'est peut-être que aussi la ligne première, j'ai l'impression, de ta vie, qui est la musique, quand même, c'est aussi la notion de la musique adoucit les mœurs, quoi. Finalement, c'est comme une guideline pour toi, un fil Oui, conducteur de ta vie. oui, moi j'ai souvent dit à des personnes depuis longtemps, mais bien que je n'avais pas conscience de tout ça, parce que moi-même j'étais dans un schéma de violence sans même le savoir, que je subissais, je disais souvent le piano, ça m'intéresse pas en fait. C'est rien le piano. On s'en fout du piano en fait. Le piano, il est là et c'est bien. Déjà, le piano, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'orchestre, c'est la musique dans son ensemble, pas le piano. Je J'ai jamais été copine avec des pianistes parce que les pianistes sont trop piano, 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 piano. Voilà. Moi, je trouve pas que c'est intéressant, le piano. Ce n'est intéressant que comme média pour se développer, s'épanouir, transmettre des émotions, parler aux autres, créer des choses, en fait. Le piano en lui-même, si c'est juste pour jouer du piano et dire ah ben moi je joue du piano et jouer du piano, je vois pas l'intérêt, ni ce serait pour le violon et ni la flûte, hein, pour aucun instrument en fait. Un instrument, c'est juste un intermédiaire entre sa force créatrice et au dehors, que ce soit les gens, la nature. Voilà. Un support, ouais. Et si c'est pas le piano, ça peut être la peinture, ça peut être le théâtre, ça peut être le dessin, ça peut être tout ce qu'on veut. Et ce n'est finalement qu'un petit élément qu'on peut utiliser pour faire des choses absolument géniales et grandioses. Mais en soi, ce n'est pas très intéressant. C'est du bois avec des cordes qui sont tendues dessus. C'est pas. Mm. Merci beaucoup, Christine. J'aime beaucoup ton regard qui permet de sortir du cadre. J'aime beaucoup ta manière de voir les choses, Merci. de sortir du cadre, justement. Donc, merci beaucoup pour tous tes partages. Et que ce soit Silence, donc le métronome silencieux, ou ton livre, ou ton contact aussi pour les Mayennais, ceux qui sont près de chez toi, plus directement. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment passionnant. Avec Et plaisir. à très bientôt. Au revoir et au revoir à tout le monde. Alors. Au revoir à tous.